Bonsoir à tous. C'est la table ronde, le débat, le dernier débat du festival, mais il ne sera évidemment pas conclusif parce qu'on s'est dit trop de choses pendant ces 4 ou 5 jours pour pouvoir conclure ce soir. Alors, le programme dit une fable du 3e millénaire, une rencontre improbable. Mais pas improbable parce qu'il n'y a pas à Cavaillon de rencontres improbables. Elles sont toutes possibles, au contraire, elles sont espérées, elles sont certaines, elles sont riches. Et c'est pour ça que nous venons tous ici. Vous avez remarqué que Jean-Yves Casgas est facétieux à 16h, a assorti chaque débat, chaque élément du programme d'une maxime ou d'un proverbe. Et pour cette table ronde, citoyen durable, la maxime qu'il a choisie, c'est que chacun balaye devant sa porte et les rues seront nettes. Que chacun balaye devant sa porte et les rues seront nettes, ça nous plonge dans des abîmes de perplexité. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une incitation à un certain égoïsme qui voudrait qu'on ne s'occupe d'abord que de ce qui est proche de soi avant d'aller résoudre les problèmes des autres, ou est-ce une mise en garde sur le fait qu'il n'est pas bon de prêcher l'exemple, un exemple qu'on ne suivrait pas soi-même? Vous voyez que cette maxime, apparemment anodine, recèle beaucoup d'énigmes. Alors, devant la porte, où est pour le citoyen durable le seuil de la porte? Alors, devant chez lui, ou à la porte de son jardin, pour Jean-Marie Pelt, aux portes de sa cité, à la frontière de son pays, de l'Europe, du monde, du système solaire. Alors, où est le seuil de la porte? Et j'ajouterais même, où est le balai? Mais Jean-François Richard nous a donné tout à l'heure quelques exemples en nous bricolant des systèmes pour aider au changement. Donc, voilà, on a déjà des exemples de balais possibles. Alors, ça nous entraînerait trop loin, et c'est aux invités que je laisserai la parole en vous précisant, et je vous les présenterai les uns après les autres, même si vous connaissez très bien déjà certains d'entre eux, que Jean-François Richard a accepté très gentiment de rester. Il doit nous quitter à 20h, et c'est avec lui qu'on va commencer, en rappelant, peut-être tout le monde n'était-il pas là lors de votre exposé il y a maintenant 2 heures, que vous êtes premier vice-président pour l'Europe de la Banque mondiale depuis 1998. Vous êtes luxembourgeois, vous vivez à Paris, mais vous avez fait vos études tout près d'ici, à Aix-Marseille, à Luxembourg, à Harvard. L'essentiel de votre carrière, vous l'avez fait à la Banque mondiale, avec un petit détour chez Drexel, dans la banque privée. Vous êtes un expert écouté, vous avez préparé avec les banques centrales et les fameux Sherpas nombre de sommets internationaux. Et votre dernier ouvrage, très concret, c'est 20 défis pour la planète, 20 ans pour y faire face, chez Actes Sud. Alors, tout à l'heure, vous nous avez parlé au fond de systèmes, parce que c'est ce dont on manque, inventer des systèmes pour le changement. Donc, le système ramené aux citoyens, ce n'est pas trop votre sujet. Mais finalement, c'est là que ça devient intéressant, parce que pour Sciences Frontières, vous y avez quand même consacré un petit temps de réflexion. Alors, ce citoyen durable, à quoi ressemble-t-il? À qui ressemble-t-il? Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup ennuyé sur le TGV ce matin, parce que j'avais jamais entendu cette expression citoyen durable. Donc je me suis dit, j'ai dû rater quelque chose, je suis complètement ignorant. Et en fait, Jean-Yves m'a dit que c'est lui qui avait inventé ou bricolé ce terme citoyen durable, donc je me sens moins mal. Et en fait, il m'a fait réfléchir dans le train, et je me suis dit qu'il y avait en gros 3 niveaux dans cette idée de citoyen durable. Le premier niveau, c'est ce que j'appellerais le citoyen durable consciencieux. Le deuxième, ce serait le citoyen durable militant. Et le troisième niveau, ce serait le citoyen durable planétaire. Je vais essayer de résumer un petit peu les limites de chaque niveau. Le niveau 1, le citoyen durable consciencieux, c'est celui qui balaye devant sa porte. L'idée, c'est que chacun d'entre nous se comporte dans nos choix de consommation ou dans nos choix d'investissement comme si la clé du développement durable était entre nos mains propres. Donc en matière de consommation, ça veut dire acheter du café avec un label commerce équitable, ramasser les crottes de nos chiens, préférer une plus petite cylindrée à une grosse, éviter les sacs en plastique, trier les bouteilles, ne pas acheter de saumon bourré de PCB, pénaliser les firmes employant des enfants, ne plus acheter de poissons quand on sait que c'est d'une espèce menacée, choisir des produits bio, etc. En matière d'investissement, ça consisterait à équiper sa maison de piles photovoltaïques, installer une éolienne, planter des arbres,
privilégier des investissements dans les fonds verts, par exemple. Quand on aura fait tout ça, ça sera déjà pas mal. Hein. Ben, ce sera pas mal et je pense qu'il n'y a rien à redire, mais je crois qu'il y a deux grosses limites à ce niveau 1. La première, qui m'a été soufflée d'ailleurs par la vice-présidence d'Attac avant-hier. Quand je lui ai posé la question, elle a dit « ça ne marchera jamais à fond parce que seulement 10% de la population fera ça ». Donc il y a une manque de masse critique, c'est difficile d'aller d'après elle plus loin que 10% de la population et c'est probablement vrai. Deuxième grosse limite, c'est que ces comportements sont soit encouragés, soit découragés par des systèmes politiques, des impôts, des systèmes d'incitation qui viennent des gouvernements national, local, etc. Et donc il y a une limite à ce comportement de niveau 1, c'est ce que font ou ce que permettent ou ne permettent pas les gouvernements. Donc par exemple, si aux États-Unis le prix de l'essence est très très bas, il y aura peu de gens qui vont faire un gros effort sur la cylindrée des véhicules. Si l'Allemagne subventionne beaucoup les photovoltaïques, il y a beaucoup de pays européens qui ne le font pas. Si une commune ne permet pas le tri des ordures, eh ben, on ne peut pas faire grand-chose. Donc il y a une limite naturelle à ce niveau 1, c'est le système lui-même. D'où l'importance du niveau 2. Le niveau 2, c'est le citoyen durable militant qui essaye de changer le système. Et là, il y a deux grandes voies, c'est d'aller ou se mettre dans une ONG verte ou une ONG qui s'attache au développement durable, ou alors de se mettre dans un parti politique qui le fait. Et là, je vois aussi des limites. Et une limite, c'est une limite qui me désole, c'est que le monde des ONG écologiques que j'ai essayé de comprendre plusieurs fois dans ma carrière, je l'ai trouvé complètement désorganisé. Plein de querelles d'écoles, de querelles d'ONG, de querelles de personnalités, de ceux qui veulent combattre les subventions agricoles qui en fait font énormément de dégâts dans les pays pauvres et ceux qui veulent au contraire les garder pour défendre l'agriculture traditionnelle. Ceux qui sont contre le nucléaire, mais aussi ceux qui disent qu'au contraire le nucléaire c'est bon pour éviter les énergies fossiles qui causent le réchauffement global. Donc il y a beaucoup d'autres exemples de conflits à l'intérieur du monde des ONG écologiques et je crois que ça c'est une limitation. Même chose pour les partis politiques verts et autres, qui sont des partis politiques qui, pour une raison que je ne comprends pas, il y a beaucoup de querelles de personnes là-dedans aussi. On a vu ça en France, et on a vu d'ailleurs en Europe une grande montée en puissance des partis verts pendant les années 90, et puis un essoufflement très net. Et puis un exemple des limites des partis verts qui m'a beaucoup choqué, je pense que je ne dois pas être le seul, c'est que Gore, qui était le candidat qui aurait pu produire le président américain le plus écologique, le plus durable de tous, il a été en fait coulé par Ralph Nader, un vert, qui lui a grignoté 2% des voix. Et c'est ce qu'il lui fallait pour gagner. Et en fait, c'est encore une inimitié personnelle qui a cassé le cou de ce qui aurait pu être le grand président américain écologique. Donc il y a des limites au niveau 1 et au niveau 2, et d'où le niveau 3. Le niveau 3, c'est le citoyen durable planétaire. Ça a à voir avec ce que je racontais tout à l'heure. C'est-à-dire, si on arrive à créer des espèces de systèmes, des engins, des normes, des notations, comme je décrivais tout à l'heure, qui créent une ambiance où on met des pressions sur les États-nations, alors il y aura peut-être une nouvelle style de politique, une politique qui ne sera plus à base de partis nationaux, mais peut-être l'avènement de grands partis politiques globaux, sujet par sujet, un petit peu comme les réseaux que j'ai décrits. Des partis politiques où on ne poserait pas la question si on est de droite ou de gauche, mais où le leitmotiv, le principal principe de ces partis politiques, ce serait qu'on est d'abord un citoyen de la Terre, deuxièmement le citoyen d'un certain pays, et troisièmement le citoyen local d'un certain village ou d'une certaine ville. Alors que maintenant on a tout faux, on a l'inverse. Et donc moi je crois beaucoup que les vrais citoyens durables, ceux qui obtiendront des résultats dans les années à venir, c'est ceux qui s'engageront dans ce troisième niveau difficile à définir, où on créera en fait des partis politiques globaux. Et j'ai une petite idée derrière la tête pour ça. Peut-être une question qui fera peut-être la transition avec votre voisine de droite. J'ai écouté ce que vous avez dit tout à l'heure sur tous ces systèmes et effectivement, je crois que c'est bien pensé. J'ai entendu, vous avez beaucoup parlé d'experts, vous avez parlé d'ONG, vous avez parlé de citoyens.
Mais nous sommes aujourd'hui dans un certain nombre de pays développés, mais au fond dans plus en plus de pays, fort heureusement, dans une démocratie élective. Vous avez beaucoup parlé de démocratie participative. Et la démocratie élective, avec tous ses défauts, a quelques mérites. Et finalement, en vous entendant parler d'experts, je me suis dit, oui, c'est vrai, Jean-François Richard nous propose un outil pour le changement, mais quid de la démocratie avec toutes ses imperfections, ses lourdeurs, ses lenteurs? Et vous nous rappeliez qu'on a 20 ans. Hein, on a 20 ans, c'est pas beaucoup. Et je crois que ça a compté dans votre réflexion. Mais quid de ce système de représentativité pour le changement? Peut-on s'en passer? Ça, j'ai mal expliqué. On a bien 20 ans, mais moi, j'avais que 20 minutes pour expliquer tout ça. Et donc, j'ai mal expliqué une partie de l'idée. Les réseaux, c'est effectivement des réseaux d'experts, des réseaux d'experts, de fonctionnaires de certains gouvernements, de personnes venant du secteur privé et des grandes ONG. Et ça, effectivement, c'est un concept qui est assez moche, c'est élitiste, c'est fondé sur la connaissance, l'expertise. Mais à côté des réseaux, j'avais commencé à expliquer, mais je n'ai pas bien fait, il y aurait des systèmes de consultation électronique, Electronic Town Meetings, c'était le terme anglais, qui permettent, par exemple, sur le problème des poissons dont je parlais tout à l'heure, de consulter 100 000 personnes qui s'intéressent profondément au problème de la pêche, des poissons, de la biodiversité, et de les consulter d'une manière beaucoup plus directe parce qu'il s'agit d'un sujet précis que dans la participation soi-disant démocratique qu'on connaît, qui en fait ne l'est pas tellement parce que les gens ont juste le droit de voter de temps en temps et puis ça s'arrête là. Le relais, c'est les politiciens. Et les politiciens, on disait tout à l'heure, c'est des gens qui ont des horizons électoraux limités et des instincts territoriaux, alors que c'est l'inverse qu'il leur faut. Merci pour cette merveilleuse transition que vous m'offrez avec Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est députée UMP de l'Essonne, qui est ingénieure. Alors, je vais citer quelques commissions auxquelles vous appartenez, mais pas du tout pour citer des titres, mais pour un peu cerner vos centres d'intérêt, les centres d'intérêt de votre travail parlementaire. Alors, vous êtes membre, par exemple, de la commission d'enquête sur les conséquences sanitaires et sociales de la canicule, vice-présidente du groupe d'études sur les pollutions industrielles historiques et membre de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé. Vous êtes parmi ceux, mais avec un rôle déterminant qui portait ce projet de charte de l'environnement. Voilà un petit peu vos zones d'intérêt. Vous vous êtes intéressé donc à cette charte de l'environnement. Vous êtes intéressé dans les questions que vous posez, parce que j'ai étudié, les députés posent des questions au ministre. Alors je me suis dit, qu'est-ce que Nathalie Kosciusko-Morizet a posé comme question au ministre de l'Environnement? Alors vous lui avez posé plein de questions depuis un an, pas toujours de manière... je dirais pas sympathique, mais vous avez été vive, hein, vous êtes pugnace. Donc, vous lui avez posé des questions sur les programmes d'études internationaux sur les changements climatiques, sur les carburants utilisés pour la propulsion des bateaux, voilà, mais ce n'est pas exhaustif. Alors, ici, on entend beaucoup parler des élus. Voilà, les élus, ils n'ont pas le long terme, ils pensent qu'à leur réélection, etc. Et puis, finalement, quand on regarde votre travail depuis 12 mois... on a le sentiment, un petit peu un sentiment inverse, qu'au contraire, vous prenez à bras-le-corps des problèmes importants sur la durée et des problèmes importants bien au-delà de la durée de votre mandat, qui sera de 5 ans. Madame. Oui, la démocratie représentative, elle est très insatisfaisante à plein d'un titre. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore trouvé de meilleurs moyens. Et la participation, je crois qu'on la souhaite tous. Moi, je suis la première à la souhaiter. Vous savez, rien n'est plus déprimant pour un élu que l'indifférence. Moi, je préfère de beaucoup, et ils le savent d'ailleurs dans ma circonscription, mes opposants à ceux des citoyens qui se montreraient indifférents. Bien sûr, j'en ai. À ceux des citoyens qui se montreraient indifférents parce que, par définition, si on fait de la politique, enfin en tout cas moi c'est pour ça que j'en fais, c'est qu'on refuse l'abandon. Une des choses qui me déprimait dans les vies que j'ai eues avant la politique, parce que j'ai fait des trucs avant la politique,
c'est que je trouvais que c'était des milieux professionnels qui tournaient un petit peu en rond, et je trouvais que à force de tourner en rond et à force d'être des milieux homogènes, les gens avaient tendance à s'abandonner. Alors à s'abandonner les uns les autres, à s'abandonner soi-même. Moi, si je fais de la politique, c'est par refus de l'abandon. La participation, c'est ça, c'est une espèce de prise en main personnelle, de prise en main collective. On la souhaite tous, et c'est pas quelque chose de très bien simple dans les sociétés dans lesquelles on vit. Je pense personnellement, et c'est pour ça que je m'intéresse tellement d'ailleurs aux questions d'écologie, que c'est quelque chose que l'écologie peut apporter à la politique. Parce que l'écologie enseigne l'importance de l'interdépendance. Une science de l'interdépendance. L'interdépendance, c'est pas seulement l'interaction. J'ai fait un peu de physique dans une vie précédente. L'interaction, il y a des forces. Il y en a une qui va dans un sens, une qui va dans l'autre. Les forces se rencontrent. L'interdépendance, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est toute la différence entre la physique et la biologie. L'interdépendance, c'est l'existence d'une intimité entre les choses, entre le devenir, entre le destin des choses. L'écologie, ça enseigne ça à la politique. Ça enseigne qu'au-delà du rapport de force, il y a une communauté de destin entre nous, avec la nature. C'est quelque chose qui peut-être a existé par le passé en politique, je ne sais pas, qui en tout cas est tellement vrai et tellement absent de la politique et qu'il faut retrouver. Pour donner un exemple un peu illustré, un peu sémantique, il m'a été apporté par quelqu'un que j'auditionnais dans le cadre de mes auditions sur la charte constitutionnelle de l'environnement. J'auditionnais un sociologue qui s'appelait Michel Maffezoli. Ça me donnait un peu d'air après tous les constitutionnalistes que j'avais auditionnés, parce que c'est pas toujours, enfin c'est très intéressant, mais c'est pas toujours très vif, disons. Et ce sociologue, qui est un petit peu provoquant à l'occasion, expliquait que dans nos sociétés, il fallait sortir du patrimonial pour aller vers le matrimonial. Alors l'administrateur de la... C'est un très beau mot, le matrimonial. Et l'administrateur de la commission des lois qui m'accompagnait et qui notait scrupuleusement tout, là, a eu un blanc. J'ai senti que c'était pas au programme. C'était pas au programme de ses études à lui, ni des miennes d'ailleurs. Mais ça veut dire tellement de choses. La différence entre le patrimonial, finalement, une relation d'héritage en quelque sorte. Donc il y a bien de l'interaction, mais il n'y a peut-être pas l'interdépendance. Et le matrimonial, c'est ça. Et l'écologie enseigne le matrimonial. Je crois d'ailleurs que le sens de constitutionnaliser le droit à l'environnement, c'est de faire entrer un petit peu de matrimonial de notre société qui est tellement de patrimonial. C'est ça que l'écologie apporte à la politique, et c'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer ni des élus, ni des citoyens, ni de personne, parce que les choses avancent quand même. Gilles-Éric Serralini, on l'a déjà vu ici de nombreuses fois, est professeur des universités, c'est pas un reproche, est professeur des universités à Caen en biologie moléculaire. Vous êtes un de ceux qui est à l'origine, en 1997, de la demande d'un moratoire qui laisse le temps d'en savoir plus sur les OGM avant que des dommages irréversibles soient peut-être commis, avec Jean-Marie Pelt et Corinne Lepage, qui étaient présentes mercredi au festival. Vous avez créé le comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique, plus connu sous le nom de CRIGEN. Vous êtes membre d'autres commissions officielles, la commission de génie biomoléculaire, et depuis quelques semaines, expert pour l'Union européenne dans le contentieux USA, Argentine, Canada sur le moratoire OGM à l'OMC. Ah oui, on peut l'applaudir, c'est vrai, après tout. Votre dernier ouvrage, alors je ne cite pour chacun que le dernier ouvrage, parce que par exemple pour Jean-Marie Pelt, comme il en a écrit 35, j'ai compté, il m'a dit que le chiffre était exact, on ne va pas les citer tous, donc votre dernier ouvrage, Génétiquement incorrect, chez Flammarion, un livre qui n'est pas réservé aux spécialistes, mais au grand public curieux, comme nous le sommes tous ici. Alors, tout à l'heure, Jean-François Richard a un peu, finalement, tracé le débat, citoyen consciencieux, militant, planétaire, mais en tous les cas, pour être citoyen durable, il faut être citoyen informé. Et dans votre livre, vous revenez sur ce point, c'est-à-dire les outils d'évaluation, d'information
qui permettent de prendre des décisions. Alors comment on peut devenir citoyen durable en étant un citoyen informé? Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, laissez-moi vous dire que le festival a cela de merveilleux qu'il stimule vraiment les consciences et que j'ai beaucoup de plaisir à être ici parmi vous. Comment peut-on être citoyen informé? Eh bien, en balayant peut-être devant sa porte. Alors, ma porte à moi, ça a été très vite la biologie, l'amour de la vie. J'y suis descendu en scaphandre puisque mon métier consiste à étudier les gènes et l'intimité la plus profonde de la cellule. Et comme j'ai aussi un amour de l'écologie dans le sens de l'étude des écosystèmes, de l'écologie scientifique mais aussi de l'écologie environnementale, eh bien, petit à petit, j'ai réalisé un certain nombre d'études sur les hormones, le cancer, les effets des pesticides sur la santé, les effets des polluants sur la santé. Et avec une collègue, nous avons étudié les polluants sur les gènes de fœtus humains, et notamment dans les cellules embryonnaires, non pas les cellules souches, comme on en parle beaucoup aujourd'hui, mais par exemple les cellules qu'on peut prélever lors d'une prise de liquide amniotique. Et nous avons remarqué avec effarement qu'il y avait plusieurs centaines, quelquefois 400 polluants qui étaient directement liés aux gènes de fœtus humains aujourd'hui et sans doute parmi les plus utilisés, les gènes qui servent au développement qu'on appelle les gènes du cancer. Et que cela pourrait expliquer un certain nombre d'augmentations de croissance des cancers chez les enfants dans tous les pays industrialisés et un certain nombre d'autres maladies, des malformations également congénitales ou des malformations, par exemple, du système de la reproduction, telles que les constate aujourd'hui mon collègue Charles Sultan, qui est professeur au CHU de Montpellier. Alors, dans ce monde merveilleux, on est surpris parce que ces données vont corroborer toute une série d'observations qui sont faites tant par des artistes merveilleux comme on l'a vu avec Yann Arthus Bertrand ou par des penseurs comme Jean-François Richard, comme des observateurs de la Banque mondiale ou des environnementalistes comme Jean-Marie Pelt qui, depuis longtemps, nous éveille sur ces sujets. Et en corroborant toutes ces données au tréfonds de l'intimité de la cellule et en même temps sur les perturbations de notre écosystème, il en sort finalement des solutions possibles, des solutions sur finalement la mise en garde, la réglementation de tout ce que nous faisons. En fait, on se rend compte que si nous avons aujourd'hui un certain nombre de polluants sur les gènes de fœtus humains, c'est aussi parce que notre réglementation est laxiste. J'aime à dire souvent que j'ai l'impression que nous sommes dans un monde anti-pasteurien au niveau chimique et même anti-pasteurien. C'est-à-dire que nous n'avons pas inventé l'hygiène chimique qui correspondrait à l'hygiène microbienne que nous avons. Nous avons encore d'immenses progrès à faire en médecine, notamment pour intégrer tous les effets sur la santé des pollutions chimiques et des différentes perturbations environnementales. Les ondes électromagnétiques en sont un autre exemple, les radiations, etc. Et aujourd'hui, nous avons cette capacité de prise de conscience. Alors moi, j'aime beaucoup le triptyque que nous a fait M. Richard sur le citoyen, et je le reprendrai au compte du scientifique, finalement, puisque j'essaye de balayer devant ma porte. Il y a d'abord le scientifique consciencieux, celui que nous aimons tous être en appliquant les règles de la science, finalement, quand on est enseignant, comme je le suis, professeur à l'université, en disant aux étudiants ce qui est sûr et en expliquant les différentes hypothèses qui sont, elles, explorées par les différentes recherches, en expliquant pourquoi telle hypothèse a été choisie, pourquoi telle hypothèse aussi a été dominante dans l'histoire des sciences alors qu'en fait elle s'est avérée fausse, comment tout cela est un puzzle assez variable et n'est pas en fait une succession linéaire de découvertes, comment on peut à la fois avoir du hasard et de la stratégie dans les découvertes, et puis en même temps devenir donc presque scientifique militant en faisant connaître au plus grand nombre le résultat de ces découvertes, en n'ayant pas la crainte de dire l'état des choses, car encore une fois, c'est la prise de conscience qui compte pour pouvoir accomplir, pour que l'humanité ensemble accomplisse le merveilleux.
L'enjeu est très important. Une personne seule ne peut jamais le réaliser. Et nous serons toujours tous responsables en cas d'échec, mais le résultat n'appartiendra à personne. Et c'est cela qu'il faut réaliser. Et puis ce résultat, je pense à tous ces militants écologistes qui travaillent dans les ONG, peut-être que nous n'avons ni à l'attendre personnellement, ni à le voir forcément. Et ça, c'est ce que c'est aussi le scientifique quand il travaille au niveau de la recherche. Et puis, il y a le scientifique planétaire, c'est-à-dire celui qui fait passer les enjeux de l'humanité, les enjeux de la santé publique, avant les enjeux partisans, soit de son propre camp ou de sa propre corporation. Par exemple, dans les biotechnologies, ce n'est pas un système d'accompagnement des entreprises, tel que certains voudraient les voir définis aujourd'hui, mais c'est d'abord un système de découverte du monde et d'aide aux grandes solutions de l'humanité, d'aide pour les grandes solutions de l'humanité. Avant que Jean-François Richard ne parte, juste quelques minutes, justement, et pour reprendre ce que vient de dire Gilles-Éric Serralini, en lisant votre livre, Jean-François Richard, on voit bien le triptyque, hein, société, les États, la société civile, les grandes entreprises, qui, dites-vous, auraient pris conscience ou ont pris conscience peut-être que au fond, il ne faut pas qu'elles tuent leurs consommateurs pour aller vite. Donc, elles doivent investir également durablement. Gilles-Éric Serralini, en lisant votre livre et en lisant aussi celui d'ailleurs, on va en parler, d'Hervé Kempf, on a l'impression, on se dit, est-ce qu'on peut marier l'eau et le feu? Est-ce que c'est possible? Ce triptyque est possible? Est-ce que ce travail avec les grandes sociétés multinationales se fonde sur les mêmes bases? Est-ce qu'on est dans les mêmes durées? Est-ce qu'on avait les mêmes objectifs? Vous avez l'air assez optimiste à ce sujet et j'ai l'impression, mais après vous allez nous le dire, vous allez débattre, que Gilles-Éric Serralini et Hervé Kempf, que je n'ai pas encore présenté, sont peut-être sur une voie qui n'est pas celle-là. À vous? Non, à vous, puisque c'est Gilles-Éric Serralini qui avait la parole. Alors il va nous dire ce qu'il en pense et puis vous pourrez lui répondre. Mais je suis tout à fait d'accord sur le moyen terme avec ce que propose Jean-François Richard. Je pense même qu'il n'y a pas d'autre solution réellement. Cependant, aujourd'hui, dans le débat avec les entreprises, et là, je voudrais souligner que je ne m'exprime pas en tant que représentant de quelque commission que ce soit ou de quelques pays que ce soit dans la réglementation. Lorsqu'on a et cela m'est arrivé, lorsqu'on a des dialogues avec les entreprises, il est clair d'abord qu'elles sont... c'est vrai que les ONG sont très mouvantes et très peu structurées, hélas, mais les entreprises aujourd'hui sont mouvantes et se déstructurent à loisir en fonction de leurs objectifs à court terme. Et elles fonctionnent dans un système économique qui souvent ne prévoit pas ce type de contraintes d'autocensure. Et elles ont des objectifs qui ne correspondent pas aux objectifs planétaires, il faut aussi le dire. Mais souvent, elles ont une taille qui dépasse en puissance et en durabilité certains gouvernements. Et donc là, nous avons un vrai problème d'adéquation pour mettre en place réellement ce dialogue. Alors j'ai bien aimé ce que M. Richard a dit, de changer de casquette lorsqu'on arrive évidemment dans un forum d'experts ou de spécialistes pour endosser une casquette plus responsable et plus globale, en tout cas plus planétaire. Mais le problème, c'est que quelle autorité auront ces personnes en retournant dans leurs entreprises? Quels moyens de contrôle ces entreprises vont-elles accepter à partir des décisions? Et je ne suis pas sûr que d'être sur une liste noire d'États voyous, si tous les pays du G8 se mettent sur cette liste noire, comme pour le protocole de Kyoto, je ne suis pas sûr que cela soit suffisant à court terme pour changer les choses. Mais je pense que c'est en travaillant dans cette voie qu'on y arrivera. Et on vous fera débattre jusqu'au bout. Votre réponse? Moi, je crois à cette méthode tripartite aussi, un peu pour les mêmes raisons. C'est que les grandes entreprises, qui souvent travaillent dans 150 ou même souvent 70 pays à la fois, elles ont un avantage de globalité, elles sont plus globales que les gouvernements. Comme elles n'ont pas d'horizon électoral, elles se préoccupent en fait sérieusement de plus en plus, les grandes, de l'état du monde dans 10 ou 15 ans. L'état du monde dans lequel elles devront fonctionner. Et moi, je vois souvent des grands chefs d'entreprises multinationales, j'en vois un la semaine prochaine, avec lequel on peut avoir le genre de discussion que j'ai eu avec vous aujourd'hui, beaucoup plus facilement qu'avec un Premier ministre.
Même chose pour les grandes ONG. Les grandes ONG, même si elles sont souvent désorganisées, elles ont quand même cette espèce de cri d'alarme de long terme et souvent une très très grande connaissance à l'intérieur des grandes comme IUCN ou WWF et d'autres. Dans les multilatérales comme la mienne, il y a aussi beaucoup de gens passionnés par tout ça, avec le long terme, etc. Et mon problème, comme je disais tout à l'heure, c'est que la partie la plus faiblarde dans tout ça, c'est l'État-nation. Que je ne critique pas parce que c'est tout ce qu'on a, on ne l'a pas depuis longtemps et on ne peut pas, l'état du monde est trop important pour qu'on le laisse aux mains des États-nations et des gouvernements des États-nations, donc il faut rajouter les autres, même si c'est désagréable et un petit peu bizarre au départ. J'ai fait des expériences là-dedans. Par exemple, j'ai créé il y a 4 ou 5 ans des espèces de groupements tripartites sur le problème, par exemple, des accidents de la route dans les pays en voie de développement. Il y avait Toyota, il y avait Ford, il y avait la Ford Foundation, il y avait le gouvernement, le ministère du Transport américain, celui de l'Espagne, il y avait la Soros Foundation, il y avait la Croix-Rouge, il y avait l'association des producteurs d'alcool. On les a tous mis dans des salles. Les premières réunions étaient très bizarres, désagréables, maladroites. Les deuxièmes un peu moins, les troisièmes merveilleuses. Et il est sorti de cet exercice des solutions beaucoup plus créatives, beaucoup plus intéressantes que si on allait travailler dans le fonctionnariat ou dans les ONG, etc. Donc je crois à la magie de cette façon de travailler, en oubliant un peu d'où on vient et en arrêtant de se coller tous des étiquettes. Toi, tu es secteur privé, toi, tu es gouvernement, toi, tu es de gauche, toi, tu es de droite. On est tous dans la même soupe, comme j'avais dit tout à l'heure. C'est un vrai débat qui est posé là. Et bien sûr, on ne va pas statuer là ce soir et résoudre. On voit qu'il y a des positions qui, sans être tranchées, il y a des points d'accord, mais divergent un peu. Je vois Hervé Kempf littéralement piaffer. Il est journaliste au Monde après avoir été à la recherche. Ah oui, connu. Ouais. Il a été à la recherche, donc, et puis ces sujets, les sujets sur lesquels il écrit depuis quelques mois, par exemple le réchauffement du climat, les OGM, les conditions d'exercice de la recherche dans des régimes qui ne sont pas démocratiques, les politiques internationales en matière d'écologie sont vos thèmes de prédilection dans le monde, et surtout, d'abord, avant tout, vous êtes l'auteur de l'Histoire secrète des OGM, c'est un livre vraiment passionnant, paru en 2003. Alors vous aviez envie sur ce sujet des collaborations, mais Jean-François Richard, on lui dira, on lui transmettra, on lui enverra la cassette du débat. Oui, enfin je lui dirai personnellement à l'occasion, mais vous voyez, parce qu'on va venir à parler de démocratie, et puis malheureusement, le débat, la discussion qui est à la racine de la démocratie est impossible par des contraintes logistiques, puisque ce que j'avais à dire à Jean-François Richard, qui, vous allez vous en rendre compte, que je découvre ce soir et en désaccord, on ne va pas pouvoir en discuter puisqu'il est contraint de partir. Bon, c'est une coïncidence. Et comme un proverbe que j'ai appris cette semaine le dit, une coïncidence vaut parfois mieux que 1000 rendez-vous. Et peut-être que cette coïncidence signifie plus que 1000 mots. Donc, voilà, je voulais dire que par rapport aux multinationales, voilà, je vais revenir à la question qui était posée, mais par rapport aux multinationales, il faut remettre les choses à l'endroit. D'abord, en général, non, et ne pas faire d'eau tiède. Il arrive qu'on discute, qu'il y ait des désaccords, qu'il y ait des conflits, que l'écologie, c'est par nature conflictuel, parce que nous avons deux vraiment lignes politiques au très bon et au très grand sens du mot qui se posent aujourd'hui à la planète, si on veut parler comme ça, mais aussi au niveau quotidien, qui est la confrontation de deux logiques qui sont réellement différentes, qui sont une logique de recherche du profit maximal, d'une recherche d'une croissance matérielle maximale, d'une recherche de la logique des multinationales et des entreprises, et qui est absolument opposée. On pourra peut-être en discuter et chercher à le démontrer plus dans le détail, ce qui est très difficile à faire en aussi peu de temps, qui est opposé à la vue à long terme et aux préoccupations globales d'injustice, de désastre écologique, pas de désastre, mais de dégradation écologique qui a lieu sur la planète. Et puis, après, on peut revenir dans le détail, mais par exemple, quand j'entends dire que les responsables politiques ont une vue à court terme alors que les entreprises auraient une vue à long terme, je rêve. Tout le patron d'entreprise, maintenant, malheureusement,
prend le journal tous les jours et regarde le cours de la bourse et s'ajuste en permanence. On a vu des aberrations de désastres économiques d'entreprises faire faillite parce que, malheureusement, et parce qu'ils sont intelligents, les PDG, mais ils sont obligés de regarder la bourse. Ils sont obligés maintenant, non pas de faire des rapports annuels sur leurs comptes, mais des rapports semestriels. Alors que je suis désolé, les politiques, on en discutera, trimestriels parfois. Voilà, on sans doute beaucoup de défauts, on peut en parler, il y a sans doute des choses à dire sur mais qu'on n'aille pas dire que les multinationales aient une vue à long terme pendant que les responsables politiques auraient une vue à court terme. C'est le monde à l'envers, donc là je suis désolé, je piaffais effectivement parce que je voulais dire ce petit coup de tête. Bon. Alors, maintenant, on ne peut pas en discuter puisqu'il est parti. Il est parti à une autre réunion d'experts parce que c'est les experts. Non, voilà. C'est pas les experts qui vont régler le sort du monde. Enfin, ça se saurait. Bon. Alors, comme on est devant un très large public, l'important, Hervé Kempf, c'était que tous les gens qui sont dans la salle entendent ce que vous avez à dire. C'était pas prévu, votre indignation. Jean-Marie Pell, il y a une telle proximité entre vous et ce public du festival qu'on a trop pris l'habitude de dire on ne présente plus Jean-Marie Pelt, donc on ne parle jamais de vous. Alors c'est embêtant. Alors on ne va pas se priver de rappeler l'œuvre et l'action considérable qui est la vôtre. J'ai simplement envie de noter que par modestie, vous n'avez pas rappelé vous-même lors de la rencontre inaugurale de ce festival mardi avec Boris Cyrulnik, quand vous avez expliqué tout ce qui a été créé, décidé et réalisé pour l'évolution harmonieuse de votre bonne ville de Metz, eh bien vous êtes resté discret sur tout de même un point essentiel, c'est que vous y avez pris une part déterminante, une part de décisionnaire, vous avez dû faire face à des oppositions, et tout cela est un peu votre œuvre. Ce qui veut dire que le président de l'Institut européen d'écologie a pris le balai à la main, il n'a pas eu peur de mettre en pratique ici et maintenant ce dont il rêvait. Alors, votre dernier livre, pour ne citer que celui-là, c'est La loi de la jungle, et un autre qui n'est pas disponible parce qu'il est paru il y a 2 jours, c'est ça, Dieu en son jardin, chez Desclés de Brouwer, qui est plutôt un livre de méditation, enfin un livre de réflexion personnelle. Alors, est-ce que vous vous situez vous-même dans un de ces catégories citoyens ou scientifiques? Là, on a appris effectivement qu'on pouvait au fond faire les mêmes, sinon catégories, du moins avoir les mêmes qualificatifs, consciencieux, militants, planétaires. À quelle échelle en êtes-vous? Quel barreau de l'échelle en êtes-vous? Je suis sans doute un scientifique citoyen qui partage quand même sur le fond l'indignation forte que nous venons d'entendre exprimer par mon voisin Hervé Kempf, parce que je pense qu'il y a quand même confrontation entre 2 mondes, qui est le monde de l'économie telle qu'elle fonctionne actuellement et telle qu'elle devra se réformer, probablement dans le cadre du développement durable, si on arrive à en faire quelque chose de positif et pas seulement un alibi, et le monde de l'écologie qui nous offre des perspectives, disons, à 20 ans, puisque c'est le chiffre qu'on a évoqué tout à l'heure, et où nous ne pourrons pas nous permettre de laisser passer le train, parce que sinon, le train nous écrase. Alors, le citoyen durable, c'est évidemment... j'allais dire, c'est le contraire du citoyen jetable. Pendant tout ce festival où nous avons été très consensuels, beaucoup plus qu'au festival précédent, parce que nous avons rencontré les aspects les plus positifs de la nature, de la science, de la technique, de la médecine. Il y a eu à un moment donné intéressant dans ce festival que j'ai suivi d'un bout à l'autre, c'est quand on a vu le personnage hermétiquement technologisé qui se promenait sur un petit film avec un petit personnage à côté de lui, qui a déclenché dans la salle beaucoup de murmures, puis beaucoup de cris, puis beaucoup de bruit, puis beaucoup de protestations, parce qu'on se demandait à quoi ça sert tout ça. C'était la seule fois où on s'est demandé à quoi ça servait. Personne ne s'est posé la question de savoir à quoi servaient les réparations des malades qu'on a vus le jour précédent. Alors je pense que le citoyen durable, c'est un citoyen qui n'est pas bardé de gadgets et qui ne vit pas seulement de jouets. On pourrait nous faire croire qu'après tout, l'avenir du monde, c'est d'avoir de plus en plus de jouets parfaitement inutiles, comme celui qu'on a vu là, où il recevait dans son téléphone portable les résultats du loto, ce qui d'ailleurs rend inutile le bureau de tabac. Ensuite, il recevait
il recevait les articles du journal, donc ça rendait tout à fait inutile le marchand de papier. C'est pas ça. Le citoyen durable, c'est quelqu'un qui est responsable d'abord de lui et de ses propres actes. Il ne pose pas n'importe quel acte, il réfléchit à ses actes, il est responsable dans les communautés dans lesquelles il vit, dans les groupes dans lesquels il vit, et il est responsable globalement de la planète. Et pour ça, il est capable d'accepter de perdre. Dans un monde où tout est traduit en gain, il faut que ce citoyen durable accepte de perdre des éléments peut-être de confort, peut-être de commodité. S'il est maire, il faut qu'il perde une partie de son pouvoir pour rentrer dans une communauté de communes. Il y aura donc une écharpe un peu plus étroite. Si nous voulons travailler tous ensemble au salut de la Terre, il faudra que nous perdions cette effroyable agressivité qui est la nôtre, parce que nous sommes une espèce très agressive. Monod me disait que nous étions avec les rats l'espèce la plus agressive, et par conséquent, nous n'aimons pas perdre. Nous préférons nous rentrer dedans et afficher notre désir de domination et d'affrontement. Mais si nous voulons régler les problèmes de la planète, il faut des consensus importants. Et moi, je pense que c'est dans le cadre de l'écologie, et je me retourne vers Madame Kosciusko-Morizet, je crois que dans le cadre de l'écologie, nous devons trouver absolument des consensus fondamentaux, par exemple sur le réchauffement climatique, où nous serons tous coincés si ça va mal, et où par conséquent, que nous soyons de droite, de gauche, vert ou pas vert, nous sommes devant un problème qui doit se résoudre collectivement par notre volonté, quitte à ce que nous acceptions pour cela un certain nombre de sacrifices. Et puis alors, je pense aussi que le citoyen durable est un citoyen qui fait une nouvelle alliance avec la nature, parce qu'il sait que la nature a une part d'autonomie et qu'on ne la dominera jamais complètement. Si nous voulons la dominer complètement, elle nous coincera. C'est une des lois de la nature, que la nature ne se domine pas complètement. La nature, c'est pas une chose, c'est pas un machin qu'on peut tripoter comme on veut, sans aucune conséquence. Et par conséquent, dans ce nouveau type de relation, d'alliance avec la nature, je pense que ça nous amènera tout naturellement à dialoguer avec elle et à découvrir que la nature, le cosmos, c'est plus grand que nous. Et que voilà, il y a plus grand que nous. Ce qui nous rendra modestes, qualité dont nous avons le plus grand besoin parce qu'elle nous fait défaut. Et allant plus loin encore, eh bien, il y a l'ouverture sur toute la dimension spirituelle de l'être, qui est partagée par un très grand nombre de participants à ce festival. Et je voudrais évoquer en terminant cette toute dernière conversation que j'ai eue avec Théodore Monod, qui est resté tout à fait imprimé dans ma mémoire. Nous faisions un livre ensemble, et Théodore Monod me disait « Moi, je ne vous comprends pas, Jean-Marie, parce que vous êtes optimiste, et moi, je suis fondamentalement pessimiste. Je crois que l'homme va à sa perte et que nous allons briser et détruire la Terre. » Alors, j'ai essayé de lui prouver le contraire, et il m'a dit quand on parle des animaux sauvages, ils ne sont pas si sauvages que ça. Les sauvages, c'est nous les sauvages. Alors, disait-il, bien sûr, il y a des personnages qui émergent de l'histoire de l'humanité, comme en Orient le Bouddha ou en Occident le Christ, et qui disent, voilà, il ne faut pas être effectivement agressif comme on l'est, il faut s'aimer. Alors, quand on écoute ces messages qui nous parviennent tous les jours, on trouve ça plutôt pas mal. Et on se dit, ben oui, si on arrive à s'aimer, on arrivera à construire ensemble, à faire de grandes choses. Mais, me disait-il en me regardant droit dans les yeux, si nous sommes tous d'accord là-dessus, nous gardons bien d'essayer. Parce que, me disait-il, moi, je suis sûr que ça marcherait. Ben moi aussi, je suis sûr que ça marcherait. Alors, savoir ce qui marche et ne pas essayer de le mettre en œuvre, c'est un problème de responsabilité. En fait, on ne parle que de ça depuis le
le début de ce débat, de cette table ronde. Citoyens durables, en fait, c'est citoyens responsables. On aurait peut-être pu remplacer un mot par un autre. Or, il y a dans notre société une sorte de crise, je crois que tout le monde est d'accord sur ce diagnostic, de crise de la responsabilité. Alors, la responsabilité, ça veut dire, étymologiquement, c'est se porter garant. Donc c'est finalement ce que vous expliquez, nous sommes garants de l'avenir de notre terre. Et Hervé Kempf, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus sur la responsabilité? Parce que vous nous avez bien expliqué tout à l'heure qui était crédible dans cet exercice de la responsabilité et qui l'était moins. Je pense qu'il faut revenir à Hans Jonas, qui a écrit le principe de responsabilité, qui était un philosophe animé d'une vision, enfin d'une perception extrêmement transcendantale, métaphysique du monde, plus exactement, et qui a vraiment expliqué ça. Je vais revenir juste une fois sur un aspect de sa pensée. Son livre est énorme, compliqué, bon, magnifique. C'est ce livre paru en 79 en Allemagne qui a eu un énorme impact, qui a lancé le concept de génération future, qui a lancé le concept de la responsabilité en fait d'une génération par rapport et à la planète et à l'avenir des descendants. Donc moi, quand vous me parlez de responsabilité, je pense tout de suite à Jonas, qui est vraiment fondateur dans l'interrogation écologique du monde, de l'univers depuis 15 ans. Pas un concept juridique, et même au-delà d'un concept moral. Et dans ce qu'a dit Jean-Marie Pelt, il y avait un mot qui n'est pas venu, mais qui est, je pense, dans sa pensée, qui est le mot de sobriété. Voir pourquoi ne pas parler d'austérité, mais restons-en à la sobriété, tout simplement. Je crois que vous avez employé aussi les termes de besoin, et c'est aussi, là encore, des termes que ceux qui sont attentifs à l'écologie réellement ont. C'est l'analyse, non pas de rejeter tous les objets matériels, les consommations, etc., mais voir de quoi avons-nous réellement besoin. Et par rapport, alors j'essaye de résumer, je ne veux pas prendre trop de temps, mais simplement en gros ce que disait Jonas, d'après ce que j'ai compris, il disait, il avait une vision extrêmement pessimiste de l'avenir écologique du monde, et il disait ça risque de se dégrader d'une telle manière qu'il faudra adopter des règles collectives qui sont sévères. Et Jonas, c'est vrai, était un pessimiste, mais pas quelqu'un qui était contre la démocratie. Au contraire, je pense qu'il avait une vision extrêmement exigeante de la démocratie. Et il disait, la situation est si grave par rapport aux générations futures et à l'état de la planète qu'il faudra bien un moment qu'on adopte des règles pour empêcher cette dégradation, pour la stopper, et donc changer le mode de vie dans lequel nous, particulièrement pays riches, pays développés, pays occidentalisés, sommes, qui est extrêmement destructeur de l'environnement et de l'avenir de nos enfants. Et donc, la grande question qui est posée à la démocratie, et on en revient encore à ça, et d'une certaine manière, je remercie beaucoup Jean-François Richard de l'avoir posé, et ce soir, et dans son exposé de tout à l'heure, parce que d'une certaine manière, c'était provoquant, presque caricatural, mais il a eu le mérite, en tout cas, de poser cette question. Et il répondait à l'interrogation de Jonas. Est-ce que nous allons imposer ces règles d'en haut, par, comme dans la République de Platon, ceux qui savent, à l'ensemble de la société, et là, on sera dans une sorte de dictature, et peut-être une dictature de l'expertise, ou est-ce que c'est les citoyens eux-mêmes qui vont prendre en charge cette transformation nécessaire de la société, des modes de consommation, des modes de rapport à l'environnement? On pourrait parler aussi des pays du Sud par rapport à tous. Et c'était la terrible question que posait Jonas, qui a souvent été mal interprétée parce qu'elle est très exigeante par rapport à notre société. Elle dit, est-ce que cette démocratie sera capable de le faire? Moi, personnellement, je le pense. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, on est dans des sociétés, on est dans un état de la conscience qui vient peut-être vers cette sobriété nécessaire, vers cette prise en charge par la collectivité, par les gens eux-mêmes, de l'avenir de la planète. Et parfois, l'avenir de la planète, la sobriété, ça peut être très simple, ça peut dire s'interroger sur sa consommation et pas seulement mettre le papier dans la poubelle. C'est bien, ramasser la crotte de chien, c'est pas mal, mais est-ce qu'on a besoin absolument du micro-ondes? Est-ce qu'on a besoin absolument de la machine à laver la vaisselle? Est-ce qu'on a besoin de caméras numériques? Est-ce qu'on a besoin de climatisation? Est-ce qu'on n'oublie pas de temps en temps d'éteindre les lumières? Est-ce que quand on quitte le bureau, on n'oublie pas d'éteindre l'ordinateur, etc. Donc, c'est des questions
questions très concrètes. Est-ce qu'on ne peut pas faire du vélo plutôt que de la voiture? Est-ce qu'on arbitre toujours bien entre le train, le transport public et la voiture? C'est des questions très concrètes, tout ça. Et puis, par rapport aussi à l'attitude de la démocratie, c'est participer, c'est dire son mot, c'est manifester, c'est aller dans des ONG, c'est voter aussi, puis c'est dire à tel député ou à tel autre, quel que soit le bord, ben, on est d'accord avec vous, on vous soutient, vous faites du bon boulot, ou là, on n'est pas d'accord, même, voilà. Voilà, alors je ne prends pas... Bravo. Je me garderai bien de prendre la place de Jean-François Richard qui est parti. Il a dit oui, ça marche, mais ça marche pour 10% des gens. C'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Alors, à voir. La responsabilité, c'est aussi, et alors là, on remonte plus avant que Jonas, mais aux philosophes du 19e siècle, qui nous ont appris que la responsabilité, c'était la prévoyance. Donc, finalement, les citoyens vous demandent, à vous, élus, Nathalie Kosciusko-Morizet, d'être responsables. Ils vous délèguent une responsabilité et ils exigent de vous que vous prévoyez. On ne va pas rappeler les événements récents, des événements récents. Comment vous ressentez cette responsabilité qui vous est en fait déléguée par le vote? Je suis en quelque sorte en plein dedans, puisque comme rapporteur de la Charte constitutionnelle de l'environnement, je suis en ce moment au cœur de ce débat sur l'inscription du principe de précaution dans la Constitution, qui est une forme qui est un principe avancée, de responsabilité, en fait. Oui, qui est au cœur du texte, d'ailleurs. Et, enfin, à mon avis, c'est un avis personnel, mais il fait le sens du texte. Et le texte sans le principe de précaution a beaucoup moins d'intérêt. Je crois que je partage bien l'opinion d'Hervé Kempf là-dessus. Et je partage aussi son optimisme. On est en train de vivre un changement culturel assez profond. Alors, ça fait mal, en fait. Je le vois là aussi sur les auditions que je mène. Je prends 2 exemples. Le premier, c'est l'article 2 de la Charte de l'environnement. Elle porte sur les devoirs. Chacun a le devoir de prendre part à la préservation de l'environnement. Eh bien, cet article rencontre beaucoup d'opposition au motif que les devoirs, c'est pas quelque chose de très juridique. On peut avoir des droits, on peut avoir des obligations, mais les devoirs, c'est de l'ordre de la sphère morale. Et on n'aurait pas, dans la Constitution, à avoir des devoirs. Ce qui, à mon avis, est une incompréhension profonde de ce qui se passe dans la société en ce moment. Parce que chacun se sent des devoirs, chacun a envie d'avoir des devoirs et de participer à des devoirs. Enfin, il y a un appel à la responsabilité. Et je pense que ce mot de devoir a toute sa place. Mais je vois dans l'opposition à ce mot qu'il y a là une résistance culturelle profonde. Je prends un autre exemple. Dans ce qu'on appelle les considérants, qui sont l'exposé de ce texte, il y a le mot « génération future ». En fait, le dernier des considérants place le texte en quelque sorte sous le regard des générations futures. On appelle à elles et on appelle à la responsabilité vis-à-vis d'elles. Et j'ai eu là-dessus je me suis heurtée à des oppositions très particulières. Alors là, c'était des avocats qui me disaient, et je trouve ça contestable d'ailleurs à bien d'autres points de vue, voire franchement déviants, mais je le répète quand même, qui me disaient, vous comprenez, dans un pays dans lequel le fœtus n'a pas de statut, donner un statut juridique aux générations futures, c'est quand même scandaleux. Alors, je m'excuse de vous interrompre, mais je voudrais demander à la salle, tout le monde sait de quoi il s'agit, mais les générations futures sur cette charte qui devrait être un élément mais j'en finis par à la là. Constitution. Hein, peut-être faudra... mais j'en finis par là. Mais simplement, je m'arrête là-dessus pour dire qu'il y a un problème culturel dans notre pays. Quand on essaye de faire de l'écologie, et en particulier dans le milieu politique, parce que moi je crois que le milieu politique est en retard sur le reste de la société là-dessus. Il y a d'ailleurs un sondage récent qui s'appelle « Les parlementaires et l'environnement » qui est absolument dramatique de ce point de vue, qui est même totalement désastreux. Donc je crois que quand on s'occupe d'écologie, on sent ces résistances culturelles qui sont des choses qui sont en train d'évoluer. Je crois que c'est très naturel parce que je pense que dans l'esprit de l'écologie, dans ce que sous-tend l'écologie, il y a quelque chose comme un projet révolutionnaire. Alors c'est une révolution douce, c'est la révolution de la qualité sur la quantité en quelque sorte. On est dans des sociétés qui ont aspiré à la quantité pour un tas de raisons qui étaient des bonnes raisons, enfin qui étaient des raisons historiques, c'était le sens de l'histoire, et on arrive à un moment de l'histoire avec un grand H où on est en train de se rendre compte que la quantité, toute la vie, tout le temps, jusqu'à l'infini, ça ne va pas pouvoir marcher, ne serait-ce que parce que, à l'époque de la Révolution
on était moins d'1 milliard, maintenant on est 6,5, bientôt on sera 10, moins d'1 milliard d'hommes. Et donc, il faut passer de la qualité à la quantité, de la quantité à la qualité, et c'est ce qu'on appelle un changement de paradigme. C'est quand même profondément révolutionnaire. Et j'en viens à la Charte de l'environnement. La Charte de l'environnement, c'est ce projet qui est porté initialement par le président de la République, qui était dans ses engagements présidentiels, d'ajouter un 3e pilier à notre Constitution. La Constitution française, elle est composée d'une série d'articles et surtout d'un préambule. Et le préambule est constitutionnel, c'est-à-dire qu'il oriente en profondeur notre droit et il énonce les libertés qui sont vos libertés fondamentales, mes libertés fondamentales, nos libertés fondamentales. Il est composé jusqu'à ce jour de 2 textes qui sont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et donc, vous savez, c'est le texte qui commence par « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Et la Déclaration des droits économiques et sociaux de 1946. Et je reviens à mon mot révolutionnaire. En 1789, on sortait d'un mouvement, enfin, on était à l'aboutissement d'un mouvement qui était celui des Lumières, qui a marqué très très profondément notre histoire. Et on a eu cette révolution que vous savez, et ce texte, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a marqué ce mouvement-là et cette révolution-là qui était celle de l'époque, qui était celle des libertés. En 1946, on a eu la révolution industrielle, on a eu les guerres que vous savez là aussi, et on a eu besoin de fonder la solidarité, de refonder notre pacte social à l'issue des guerres. Pardon. Oui, je suis un peu malade, excusez-moi. Et on a eu ce texte de 1946 qui énonce des droits économiques et sociaux. Et en ça, le texte est vraiment révolutionnaire. La Charte constitutionnelle de l'environnement est vraiment révolutionnaire et marque vraiment un 3e pilier. On est maintenant au début du XXIe siècle. On est confronté à un 3e défi, un 3e mouvement de l'histoire. Enfin, moi, c'est ce que je crois très profondément, qui n'est pas moindre que ces 2 autres mouvements que je décrivais, qui ont trouvé leur aboutissement dans les déclarations de 1789 et de 1946. Et on a besoin, pour y faire face, au même niveau que ces libertés fondamentales qu'on a déjà, de placer des droits à l'environnement, des principes fondamentaux qui sont ceux de l'environnement, parmi lesquels le principe de précaution. Et c'est ce texte auquel nous invitait le président de la République et dont j'ai la chance d'être rapporteur à l'Assemblée nationale, qui se heurte à toutes les difficultés culturelles, que je dis, qui à mon avis d'ailleurs ne sont pas sans rapport avec ce que je disais tout à l'heure sur le patrimonial et le matrimonial, mais c'est un débat, ce serait un débat qu'il faudrait prolonger, et c'est ce texte qui, j'espère, surmontera toutes les oppositions, finira par rencontrer l'assentiment de mes collègues et par être voté en première lecture en avril. Je vous invite, vous qui vous intéressez à ces débats, à suivre avec attention ce débat-là qui est, je crois, quelque chose de très important. Alors, question culturelle, mais convenez tout de même, sans relancer la discussion, que la citoyenneté est un droit, que faire dépendre, en quelque sorte, la citoyenneté à un comportement, à des devoirs, peut avoir aussi des implications en termes de contrôle social, etc., auxquelles tout de même on doit réfléchir. Donc les quelques objections qui vous sont opposées ne sont pas peut-être dues uniquement au fait que vos interlocuteurs sont tous rétrogrades, mais peut-être aussi que le sujet est complexe. Alors on ne va pas refaire le débat qu'il y a déjà eu ici, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans, sur le principe de précaution, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus que Gilles-Éric Seralini a éprouvé lui-même dans ce qui était un véritable combat, hein, on peut dire ce mot. Et finalement, citoyen responsable, citoyen informé, on y revient parce que la connaissance, c'est la dialectique de la connaissance et de la volonté. Alors, qui précède l'autre? Alors, on connaît bien les théories de Planck qui dit qu'en fait, un citoyen, enfin, un être est rationnel, a un comportement rationnel, même s'il ne connaît pas lui-même la rationalité de son comportement. Et ça nous amène à savoir, est-ce qu'on doit savoir pour agir? Est-ce qu'on doit agir avant de savoir? Et quels sont les garde-fous de tout cela? Est-ce que vous pouvez développer un peu ce sujet? J'en profite pour dire à la salle que, bien entendu, vous aurez la parole pour des questions dans quelques minutes. Alors, comme on l'a vu, il faut qu'il y ait d'abord, de toute façon, une prise de conscience. Prise de conscience que nous sommes dans un tournant de l'humanité aujourd'hui.
Réellement, c'est la première fois dans l'histoire de l'espèce humaine que nous sommes autant sur la planète, et c'est la première fois qu'en moins de l'espérance d'une vie humaine, nous avons autant modifié tout ce qui nous entoure, l'eau, l'air, la terre, les aliments, tout ce dont nous avons besoin pour survivre. Cela veut dire que, indiscutablement, nous allons vivre des périodes de crise. Et c'est finalement pour ces gestions de crise que nous devons nous mettre d'accord avec tous ceux qui seront là pendant cette crise. Alors, le principe de précaution, c'est un principe qui s'inscrit finalement en amont du principe de prévention dans lequel nous sommes. Nous avons souvent vécu dans le principe de correction au cours du XXe siècle, c'est-à-dire celui qui consistait à réparer quand il y avait des morts et à prendre expérience. Et puis ce principe de prévention qui consiste aujourd'hui à surveiller, par exemple, l'alimentation ou les effets secondaires des médicaments dans les rillettes ou les produits avariés. Et maintenant, nous sommes dans le principe de précaution qui consiste finalement à mettre en place la surveillance et les études avant d'organiser un développement qui nous dépasse. Et le cas est tout à fait exemplaire avec les organismes génétiquement modifiés, puisque c'est aussi la première fois dans l'histoire de l'espèce humaine que l'on sait artificiellement modifier le patrimoine génétique de tous les êtres vivants qui nous entourent à une vitesse industrielle. Évidemment, on peut toujours parler de ce qui a déjà existé, mais c'est la première fois que nous l'exploitons dans l'environnement sans contrainte. Et au cours de ces débats, ce qui oppose finalement des continents entiers, comme les États-Unis, qui sont tête de file, évidemment, parce que l'Argentine et le Canada suivent en grande partie les positions des États-Unis sur ce dossier, parce qu'ils ont des OGM américains. Ce qui différencie un continent tel que le continent américain et l'Union européenne, c'est finalement la vision réglementaire. Et cette vision réglementaire, elle peut sembler bien artificielle dans ce débat. On peut se dire, arrêtons là, c'est d'une importance secondaire. Mais en fait, cette vision réglementaire des OGM, par exemple, elle va faire que le développement soit possible ou pas de certains de ces OGM. Aujourd'hui, nous avons, grâce à la réglementation sur l'étiquetage en Europe, qui a été le premier principe de précaution en quelque sorte appliqué à grande échelle, eh bien, nous avons fait que plus de 40 pays dans le monde nous suivent sur cette indication de traçabilité. On ne pouvait pas dire aux gens, en même temps, il y a de grands progrès en agroalimentaire et ce sont des transformations assez fondamentales. On arrive à manipuler au niveau génétique le vivant, puis en même temps, on ne sait pas où c'est dans ce que vous mangez, messieurs, dames. Et aujourd'hui, l'Europe a permis cela. Ce qui nous manque encore, c'est d'instaurer au niveau du principe de précaution des tests de toxicologie réels sur les OGM qui soient standardisés et obligatoires. Et ça, c'est un des fondamentaux. Et c'est un exemple vivant de ce qui est aujourd'hui le principe de précaution, puisque c'est la première fois qu'un mouvement citoyen, qu'un mouvement scientifique, qu'un mouvement écologiste a imposé en quelque sorte à la face du monde une réglementation qui a fait qu'en Europe, on a 0,02% des surfaces cultivées en OGM, alors que j'ai assisté moi-même aux conférences des multinationales qui nous disaient en 1996, en 2000, vous serez à 50% de terres cultivées en Europe. Et donc, nous avons, contrairement à ce que dit la publicité, nous avons fait une réglementation qui, si elle était appliquée dans d'autres domaines, je pense aux lois sur l'air, je pense à toute la pollution qu'on voit au niveau chimique, eh bien, si cela était appliqué, pourrait permettre d'avancer. Donc aujourd'hui, le principe de précaution, c'est finalement le nec plus ultra de la conscience humaine. C'est pas seulement être dans la correction ou dans la prévention, mais c'est aussi être dans l'anticipation, c'est-à-dire tout ce que fait par bon sens chaque famille. Elle commence par être précautionneuse. Si elle n'est pas pressée sur l'autoroute, elle ne fonce pas. S'il y a du brouillard, elle commence par préserver les générations futures, c'est-à-dire sa descendance, avant de voir si elle se dispute avec son voisin. Aujourd'hui, les budgets militaires dépassent souvent les budgets pour la santé et nous ne faisons pas au niveau de l'État ce que nous faisons pour notre famille. Donc nous devons absolument élargir nos consciences de manière à pouvoir faire aussi, on parlait du regroupement vers le citoyen de cette conscience, mais je crois aussi qu'on doit porter la conscience du citoyen qui est naturellement vers la précaution et la durabilité pour sa famille et ses enfants, par exemple, vers la conscience des États et qu'à ce moment-là, on passerait un cap sûrement dans l'histoire de l'humanité.
En fait, vous venez peut-être de nous donner une définition, il y en a d'autres, de la solidarité. On peut peut-être aussi, après le mot de responsabilité, en venir à ce mot, Jean-Marie Pelt, dire qu'au fond, ça a été remarqué par nombre de penseurs, de sociologues. Aujourd'hui, on est dans un culte exacerbé de l'individualisme, donc d'où une certaine indifférence à autrui et de matérialisme qui pousse les individus à finalement se soustraire à des devoirs tout à fait élémentaires de solidarité. Alors si on recommençait par là. On a développé jusqu'à l'extrême la thèse de la libre concurrence, de l'affrontement des entreprises, de la lutte pour avoir des parts plus grandes de marché. Et c'est le maître mot du libéralisme et surtout de l'ultralibéralisme tel qu'on le vit à travers l'expérience que nous ont transférée les Américains. Et alors on ajoute, alors ça me choque profondément, on ajoute, c'est parce que la nature marche comme ça. Eh bien la nature ne marche pas comme ça. La nature ne marche absolument pas comme ça. Et s'il y a dans la nature de la compétition et des affrontements qui existent naturellement, on le voit très bien, entre deux grands arbres, il y en a un qui prend la lumière à l'autre et l'autre est plus petit. Il y a des mécanismes de solidarité qui sont extrêmement développés et qui font que la nature fonctionne. Parce qu'à propos de mes deux grands arbres, on a appris il y a 2 ans, on a appris il y a 2 ans que le petit arbre qui est sous le grand arbre est nourri par le grand arbre par l'intermédiaire de filaments de champignons qui lui apportent la nourriture du grand arbre vers lui qui est petit. Il y a des mécanismes de solidarité de ce genre qu'on vient de découvrir. Il y en a d'autres immensément nombreux qu'on a déjà découverts. Et je pense que ce que nous avons hérité, non pas du tout des Lumières, mais bien après du XIXe siècle, à savoir l'idéalisation à l'extrême des conflits et des luttes, était donné un visage très inexact de ce qui se passe dans la nature et par là même, comme on l'a rallongé à la société, très inexact aussi par rapport à ce qui se passe dans la société. Alors dans la société, il y a d'innombrables solidarités. La sécurité sociale, c'est la démonstration de notre solidarité. Et la fiscalité, c'est la démonstration de notre solidarité. Les mutuelles, c'est la démonstration de notre solidarité. Nous sommes des êtres solidaires. Nous le serons toujours davantage si nous voulons progresser. Et nous ne devrons pas dire nous copions la nature et pour cette raison-là, c'est chacun pour soi. Eh bien, la nature, c'est pas chacun pour soi et l'humanité non plus. Pour 15 bonnes minutes, des questions de la salle. On va prendre 2 ou 3 questions de suite et puis on verra avec nos interlocuteurs lesquels souhaitent y répondre. Peut-être on peut mettre un peu de lumière dans la salle et puis faire circuler les micros, pas les métros, non, les métros. Qui souhaitent intervenir donc sur ce thème responsabilité, le citoyen durable, responsabilité, solidarité. Oui, bonjour. Je sais qu'il y a actuellement des débats sur la création ou non de l'Organisation mondiale de l'environnement. Est-ce que quelqu'un pourrait nous éclairer un peu là-dessus? Alors, Hervé Kempf, mais on va prendre 1 ou 2 autres questions. Quelqu'un au fond de la salle, là-bas. On voit un bras qui se lève. Merci. Non, là, monsieur. Bon, monsieur, ça sera pour tout à l'heure. Bonjour, je voudrais demander à chacun d'entre vous si vous pensez que l'état d'évolution dans lequel nous sommes maintenant, j'entends l'évolution humaine dans sa globalité, est-ce que ça a du sens ou est-ce que c'est le hasard et la nécessité? Et à la suite de ça, selon le résultat de votre avis, si on part de l'hypothèse que cela a du sens d'être arrivé jusqu'à aujourd'hui, en 2004, dans cet état-là, est-ce que ce qui se passe à l'heure actuelle sur la planète, qui est quand même quelque chose de très général, d'aller droit dans le mur et d'être très autodestructeur,
dans tous les domaines, que ce soit sciences, que ce soit pollution, etc., même santé. Donc le principe de précaution individuelle avec une belle prise de conscience, j'aime beaucoup quand Gilles Éric nous dit cela, mais ce n'est pas si généralisé que cela, hein, le fameux bon sens. Donc ce qui se passe à l'heure actuelle, est-ce que c'est une absurdité ou est-ce que ça a du sens, la façon dont l'espèce humaine est en train d'aller comme cela vers une autodestruction? Et qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce que c'est en train de nous préfigurer d'une autre évolution qui pourrait se passer? Parce que c'est peut-être le sens que nous avons à travailler maintenant. Merci pour la question. Jean-Yves, on peut rester jusqu'à demain matin parce que je crois qu'il faudra bien assez de durée pour répondre à cette vaste question. Monsieur qui était là, une troisième question, voilà. Oui, merci, bonsoir. Ma question, elle a deux déclinaisons. La première, c'est sur la notion de durabilité. Il me semble qu'évoquer la durabilité, c'est évoquer la mémoire. Et il me semble qu'un des problèmes qu'on a dans notre société dite moderne aujourd'hui, c'est sa capacité de s'affranchir de la mémoire, comme s'il y avait une prétention quasi juvénile, même si elle se veut audacieuse et belle, d'inventer le présent sans le rattacher à hier. Et évoquant cette nécessaire mémoire pour que la continuité de l'humain s'inscrive dans une verticalité, dans une perspective, je rattacherai cette notion à une que j'ai beaucoup entendue utiliser dans votre table ronde, qui est celle de démocratie participative. J'ai l'impression, excusez-moi si je vous choque en disant cela, mais que ces dernières années, on a autant employé les concepts de citoyenneté, démocratie participative, qu'on ne les a pas utilisés. C'est-à-dire qu'on a créé des carrefours de citoyens, on a créé des mises en débat public, mais il n'y a pas eu de mise en mémoire de ce que chacun dit. Et ce serait un usage abusif de la démocratie que de laisser croire aux gens que parce qu'ils se sont exprimés, ils ont participé à modifier l'horizon de la société, si on n'enregistre pas, de façon méthodologique, organisée, structurée, des mises en mémoire de ces informations-là. Et donc, à l'intention de notre représentante à l'Assemblée nationale, Madame Morisset, je me permets de vous interpeller au titre de présidente de la commission Santé-Environnement. Je sais que votre prédécesseur, que j'ai plusieurs fois l'occasion de côtoyer, avait donné à ce groupe une notion de groupe interparlementaire. Ça me semblait être un lieu relativement intelligent en termes de créativité, parce qu'il y avait là des personnalités de courants politiques différents. Et me renseignant plusieurs fois pour prendre rendez-vous au nom d'associations, d'ailleurs, dont je pourrais vous parler en tête-à-tête ultérieurement, je me suis aperçu qu'en fait, ce groupe santé-environnement, d'une part, semblait ne pas être constitué, alors qu'aujourd'hui, on est presque à 2 ans de cette nouvelle législature, et qu'il n'aurait pas encore fonctionné. Information que je tiens du secrétariat de votre groupe. Alors, si vous pouvez nous rassurer là-dessus, ce sera bienvenu. Et puis merci à Jean-Marie Pelt d'avoir ranimé la mémoire de notre ami Théodore Monod, qui, vous le savez, avait une pensée très forte qui disait de l'utopie. L'utopie n'est pas l'irréalisable, c'est simplement l'irréalisé. Merci, monsieur, pour votre question. On va d'abord répondre à ce groupe de 3 questions. D'abord, Hervé Kempf, sur cette Organisation mondiale de l'environnement, c'est ça? Oui, c'est effectivement une idée qui circule, puisque le micro. Ah bon, voilà, là je crois que c'est bon. Enfin, c'est un petit peu technique comme question, et la réponse le sera aussi, mais c'est vrai que ça renvoie à l'idée de responsabilité planétaire et de la façon dont solidairement les différents États-nations règlent le problème. Et malheureusement, dans ce domaine, comme dans tout l'autre domaine de responsabilité collective géré par l'Organisation des Nations Unies, c'est très affaibli pour la raison que vous connaissez bien, parce que malheureusement, il faut parler de conflit. Le principal acteur du jeu, c'est-à-dire les États-Unis, pour faire simple, s'affranchit de plus en plus des règles collectives de l'Organisation des Nations Unies, et particulièrement donc des différents aussi des différents traités qui concernent l'environnement, donc le protocole de Kyoto qu'a cité Gilles Éric, ou encore le protocole de Carthagène sur le commerce des OGM. Donc ça, c'est le premier point rapide et qui bloque malheureusement cette idée qui effectivement mûrit et dans laquelle effectivement la France, je crois, joue un grand rôle, et avec une certaine solidarité intra-politique, puisque c'était une idée que défendait l'idée d'une autorité mondiale de l'environnement, Dominique Voynet, et qui, je crois, donc des Verts sous le gouvernement socialiste, et qui est
plus ou moins repris par le gouvernement actuel. Il y a eu un très, très, très intéressant colloque organisé par Yves Cochet où il y avait Monsieur Lepelletier pour l'UMP, Corinne Lepage et puis Laurent Fabius pour le PS. Donc c'est une idée qui rassemble assez la classe politique française, les responsables politiques français. L'idée qui a pour l'instant peu de chances d'aboutir en fonction de ce contexte international, c'est ne pas créer forcément une nouvelle autorité, ce qui serait très compliqué, mais renforcer le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui existe, qui fait du bon travail, en lui adjoignant, en le coordonnant, en fondant dedans les grands traités sur l'environnement qui existent. Il y en a beaucoup, dont notamment la Convention sur le climat et le protocole de Kyoto et le protocole de Carthagène sur la biosécurité. Ça, malheureusement, c'est vraiment pas demain la veille. L'idée se forme, la logique se forme, mais la réalisation prendra encore beaucoup de temps. Alors, la deuxième question qui était la troisième question, je reviendrai à la deuxième question ensuite, qui avait un double volet. Nous nous affranchissons de la mémoire, mais il y avait aussi une interrogation directe à Nathalie Kosciusko-Morizet sur le fonctionnement d'une commission, puis aussi l'idée de dire qu'on comprend bien, il y a beaucoup de consultations aujourd'hui qui s'organisent sur des sujets importants, et finalement les gens ont l'impression, les citoyens ont l'impression de participer à la décision, mais au fond on ne garde pas la mémoire, le contenu, la richesse au fond de tout ce qui a pu s'exprimer à cette occasion, et c'est probablement dommage, et ça augure mal de tels systèmes si on ne sait pas les inscrire dans la durée. Je crois que j'ai compris ça en tout cas. Oui, je voudrais d'abord dire un mot sur l'Organisation mondiale de l'environnement. Bien sûr. Je trouve que c'est l'horizon souhaitable, désirable des institutions internationales d'avoir une Organisation mondiale de l'environnement. Je trouve qu'il y a quelque chose à faire en attendant. Il y a même peut-être deux choses à faire, parce que c'est un horizon qui est un peu lointain, du fait en particulier que les pays du Sud ne veulent pas du tout en entendre parler, et que de toute façon, on n'est pas dans cette dynamique-là en ce moment au niveau international. Il y a une chose qui serait un horizon intermédiaire, qui serait de transformer l'OMC, et de toute façon, elle a besoin de se réformer, tout le monde est d'accord là-dessus. L'OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce, et de la faire évoluer vers une Organisation mondiale des échanges. C'est-à-dire une organisation mondiale qui ne considère plus seulement qui n'a plus seulement pour objet le produit, avec sa quantité et son prix, grosso modo, puisque c'est ça qui fait le produit, mais aussi tout l'environnement du produit, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles il a été produit, les conditions environnementales, les conditions sociales, les conditions dans lesquelles il a été transporté, parce que le transport, c'est très important, on n'en parle pas beaucoup, de dire que finalement, le commerce, quelque part, c'est ringard. Le commerce, c'est les années 50, c'est les années 60. Maintenant, il y a l'échange. L'échange, ça intègre de l'information. C'est du commerce, mais c'est plus que le commerce. Et on a besoin d'une organisation mondiale qui prenne tout ça en compte, en gardant en tête que l'horizon désirable, c'est une organisation mondiale de l'environnement. Et il y a une première étape, qui est quelque chose qu'on peut faire tout de suite, qui est d'importer quelque chose, un système de management qui fonctionne très bien dans le privé et qu'on n'utilise absolument pas dans le public et en particulier en diplomatie, qui est le management par projet, et de dire on a des objectifs, par exemple on a les objectifs du millénaire, on a des objectifs en termes de pauvreté, en termes d'éducation, on met tout le monde autour de la table et au lieu d'avoir des organisations internationales cloisonnées, on prend un objectif, par exemple l'objectif sur l'énergie, l'objectif sur l'eau, l'objectif sur l'éducation, et on dit à toutes les organisations qui sont autour de la table, qu'est-ce que vous pouvez donner pour cet objectif-là ? Qu'est-ce que vous mettez dans la corbeille de la mariée pour cet objectif-là ? Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire tout de suite, sans attendre d'avoir fait évoluer les organisations internationales, ce qui est toujours très compliqué du point de vue institutionnel, parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord. À l'ONU, ça se fait par consensus, et tout le monde n'est jamais d'accord. C'est quelque chose qu'on peut faire tout de suite et qui peut aider à avancer. Je réponds à votre question. Je ne sais pas d'où vous tenez votre information. Le groupe d'études santé et environnement n'a pas de secrétariat. Le secrétariat, c'est mon assistant parlementaire, puisque nous souffrons sévèrement de manque de personnel. Donc je ne sais pas très bien à qui vous vous êtes adressé en termes de secrétariat. Ça n'est pas un groupe interparlementaire, ce qui voudrait dire qu'il est international. C'est un groupe d'études, c'est-à-dire en fait transpartisan, en effet, qui s'adresse à tous les partis politiques. Mon vice-président est d'ailleurs Yves Cochet, ancien ministre vert. C'est un groupe qui est plutôt extrêmement actif par rapport aux autres groupes d'études. Là aussi, je ne sais pas d'où vous tenez vos informations, qui a multiplié les auditions, qui a récemment fait un colloque intéressant sur l'impact du bruit sur la santé, puisque ce groupe d'études santé et environnement s'intéresse à l'impact de l'environnement sur la santé.
Et donc on essaie d'avoir une approche médicale en fait sur tous les sujets environnementaux. L'impact du bruit sur la santé, c'était un colloque médical sur la question du bruit, où on s'est rendu compte d'ailleurs que pour les médecins, c'était un sujet passé. C'est-à-dire qu'il était évident que le bruit avait un impact sur la santé et c'était même très, très bien défini, très clairement défini, alors que pour les autorités publiques, on avait parfois encore l'impression que le bruit, c'était un problème de confort. Et je finis en disant que je ne sais pas, monsieur, si vous avez demandé un rendez-vous à mon secrétariat, je dois avoir, j'ai compté une semaine, ça m'a intéressé, entre 50 et 100 personnes associatives ou autres qui demandent des rendez-vous à mon secrétariat toutes les semaines. Je n'y peux rien, c'est parce que je m'occupe d'un sujet qui intéresse plein de gens. La démocratie participative, vous parliez d'un usage abusif. Moi, je pars du principe que les gens n'ont pas un droit de tirage sur mon temps et que s'ils ont quelque chose à me dire, ils viennent me le dire en face. Vous êtes peut-être parmi les 50 à 100 personnes qui ont demandé un rendez-vous à mon secrétariat et que je n'ai pas eu le temps de recevoir. Ces choses-là arrivent. Bon, voilà, mais vous allez nous donner à Madame la députée votre adresse, comme ça vous serez invité au minimum au prochain colloque de votre groupe de travail. Alors, qui veut s'attacher à cette question très vaste posée par la deuxième intervenante, hasard et nécessité, est-ce qu'il y a un sens à tout ça? Donc, j'ai fait une plaisanterie en disant, est-ce que Jean-Yves nous permet de rester toute la nuit? Alors, c'est vrai que je crois que pour répondre très longuement... La réponse est non. La réponse est non. On n'a pas toute la nuit ou ça n'a pas de sens? Non, on n'a pas toute la nuit. On n'a pas toute la nuit. Donc, il faut que quelqu'un s'y colle en peut-être. Voilà, Hervé Kempf, courageux, et l'habitude de la brièveté et de la concision qui est de rigueur au monde depuis sa fondation. Oui, enfin, le hasard et la nécessité, c'est là une formule extraordinaire d'ailleurs d'un autre Monod, Jacques Monod, qui est aussi un grand matérialiste. Donc, il y a une autre façon de voir les choses, peut-être par le spiritualisme, mais peut-être d'ailleurs indépendamment finalement aussi du spiritualisme, qui est simplement de réintroduire la notion de liberté de l'espèce humaine. Et donc, dès lors qu'on rentre à côté des deux paramètres où hasard, nécessité, on introduit l'élément de liberté, toute votre question change de sens. Et je pense que c'est pourquoi, autour de cette table, en fait, malgré la gravité des sujets dont on parle, j'ai l'impression qu'on est très optimiste parce qu'on croit à la liberté, à la démocratie, à la participation des gens. Mais autrement, il y a toute la nuit. Voilà. Et Mondes et Merveilles, c'est tout de même le thème du festival, donc, qui doit se terminer, on l'espère, par de l'optimisme. Encore quelques questions, 3 questions. Alors, on a été... je ne vois pas. Voilà, une ancienne dame qui enfile son pull, elle n'est pas en train de lever le doigt. Donc, voilà. Bon, écoutez, puisqu'il n'y a pas de questions, c'est qu'on a été extraordinairement complet sur le sujet citoyen durable. Il me reste à remercier nos 5 intervenants, y compris celui qui est parti, et je vous propose de les applaudir. Vous voulez répondre ?